c'est? C'est un lieu d'échange qui interroge sur les sujets qui comptent, à l'île Maurice comme ailleurs. Des sujets qui permettent à l'entreprise d'aujourd'hui de réinventer le monde de demain. Je vous propose un rapide retour en images des 2 premiers numéros. Chez Attitude, nous avons décidé d'apprendre et de se déconstruire. Le premier talk series était sur le thème de l'industrie touristique à l'économie locale. Et cette fois-ci, un autre sujet qui est aussi extrêmement important, une société plus inclusive avec le rôle clé du leadership féminin. Échanger et parfois même débattre sur un sujet important. Au programme donc des intervenants et lieux variés, mais toujours autour de sujets engagés. Aujourd'hui, l'urgence de repenser le monde du travail. Esther est avec moi pour cette introduction. Et du coup, Esther, j'ai une petite question. C'est la rentrée, et alors comment tu la ressens? Écoute Juliette, plutôt bien, en tout cas plutôt classique. Les enfants ont repris le pas de l'école, les vacanciers ont quitté leur transat, le 15 août est passé. Oui, mais quand même, dans cette rentrée, tous n'ont pas enfilé leurs uniformes, ni leurs chemises, ni réouvert Outlook ou Gmail. D'autres ne sont pas montés dans le van qui les mène à leur lieu de travail. Mais alors que sont-ils? Que font-ils? Et que souhaitent-ils? En effet, et qui n'a pas entendu ces derniers temps, les jeunes à Maurice ne veulent plus travailler. Le sujet est partout, la crise du travail, de l'emploi, la grande démission, le quiet quitting, la fuite des cerveaux. Une situation qui se ressent à Maurice, certes, mais également dans le monde. Cela semble être une tendance mondiale. Et même une des plus grandes icônes de notre génération, Beyoncé l'a dit dans sa dernière musique Break My Soul, dont vous avez entendu un petit extrait juste avant, qui est un véritable hymne anti-burnout qui questionne les motivations et ambitions actuelles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et déjà, est-ce que c'est vrai? Les jeunes ne veulent-ils plus travailler? Et finalement, est-ce que ça touche tout le monde? Alors oui, c'est certain. Le travail n'est plus aussi central dans nos vies. Bien au contraire. En fait, les diplômés boycottent les boîtes du CAC 40 parce que la croissance à outrance, ça pollue. On veut du sens, on veut de l'impact, on veut de la confiance, de la flexibilité. En fait, on veut de l'humain, on veut comme ça nous ressemble, nous. Mais il faut bien l'admettre, la crise sanitaire a bouleversé notre rapport au travail. Télétravail, balance vie professionnelle, vie privée, semaine de 4 jours, autant de sujets qui ont secoué ces 3 dernières années. Et pour cause, pendant 2 ans, les travailleurs ont vu voir grandir leurs enfants, ont profité d'une vie de famille et ont pris du temps pour soi. Donc en fait, finalement, est-ce que ça ne serait pas une bonne raison de repenser notre façon de travailler? Mais la crise, elle a aussi bouleversé la hiérarchie des métiers. Les frontliners, ces héroïnes et héros du Covid qui ont bravé le virus pour nous servir. C'est aussi et surtout à eux qu'il faut repenser leur métier dans la chaîne de valeur d'une entreprise. C'est aussi se questionner sur l'inclusivité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous permettons vraiment à tout le monde d'intégrer le monde du travail? Et c'est une réalité assez globale, mais qui fait particulièrement écho au secteur du tourisme et de la restauration. Selon une récente enquête de l'association hôtelière allemande, la pénurie des travailleurs qualifiés est une préoccupation pour près de 80% des établissements dans le monde. Mais alors, vous allez sûrement nous dire, mais comment on fait, nous, hôteliers, pour faire tourner nos hôtels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an? Eh bien, on se questionne, on se réinvente et on s'adapte. Car chez Attitude, nous ne pensons pas qu'à Maurice, on ne veut plus travailler. Au contraire, nous savons que les hommes et les femmes de notre île sont notre plus grande force et que sans eux, l'étincelante réputation de l'hôtellerie mauricienne ne brillerait plus. C'est pour toutes ces questions,
ces remises en question, que nous allons donner la parole à 9 spécialistes, 9 professionnels du recrutement, de l'emploi, du travail ou encore du tourisme, qui, je l'espère, vous amèneront à vous poser des questions et ou à vous donner des clés aux questions que vous vous posez déjà. Et pour ce faire, nous invitons Adila Diouman Moussafir, qui sera la médiatrice de ce nouveau talk série, l'urgence de repenser le monde du travail. Adila est la directrice de Talent Club et la fondatrice des HR Café. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des ressources humaines, elle est devenue experte dans le recrutement de talents, formation et conseils pour la législation et les tendances du monde du travail. Merci beaucoup, Adila, de ta présence aujourd'hui et nous te laissons la parole. Merci Esther, merci Juliette. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Effectivement, l'urgence de repenser le monde du travail, les filles l'ont dit, c'est un sujet fort pertinent et qui pousse à la réflexion, n'affectant pas que le tourisme, c'est un sujet vaste qui touche tous les secteurs de l'économie. Vous le constatez, le monde du travail est en constante et rapide évolution, poussé par l'avancement technologique certes, mais aussi par l'évolution générale de la race humaine. Tout ceci nécessite une constante adaptation, voire une rééducation. En parallèle, la pandémie du Covid-19 nous a forcés à revoir notre mode de travail et à réorganiser le travail en elle-même afin de préserver les entreprises et par ricochet les emplois. Les paramètres changent, résultant soit des événements ponctuels, dont le Covid-19, ou de par l'évolution naturelle de l'humain. Les différences intergénérationnelles reflètent justement cela. Des générations Y et Z ont des idées préconçues et des attentes précises, sans pour autant être prêts à des concessions. Vous serez d'accord avec moi, c'est le travail qui s'adapte à ces jeunes-là et non pas l'inverse. De plus, on parle du Great Resignation, le silent quitting, comme le disait Juliette tout à l'heure là, quand le travail ne répond plus à ses attentes. Une réalité évidente et visible sur les statistiques de chômage en rapprochement avec les offres d'emploi disponibles et non remplies. La disparité entre l'offre et la demande s'explique. L'adaptation des employeurs est une marche de pèlerin, longue et assidue. Exemple, le bien-être de l'effectif est aujourd'hui un sujet formel et retient l'attention de tout un chacun. Je vous invite à rentrer dans le vif du sujet avec notre première table ronde qui focalise sur les constats et réalités vus par les spécialistes du recrutement. Et pour ce, j'invite nos 3 intervenants sur le plateau, Marine Biarns, General Manager, Meet Your Job, agence de recrutement. Tu nous rejoins? Nathalie Job, directrice de Quanta ATNS, société de survey, conseil et marketing. Quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu RH, Eddy Jolicoeur, consultant. Une fleur parmi les épines. Alors, allons s'installer. Oui. Il y a 3 micros là. Donc, pour cette table ronde, je vais d'abord vous poser une question générique à tous les 3 et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, dites-nous, est-ce que votre métier de ressources humaines a évolué en lui-même? Qui souhaiterait commencer? Eddy, peut-être? À toi l'honneur. Merci Adila, bonsoir bon après-midi à tout le monde. Pourquoi est-ce que les questions difficiles tombent sur moi? Alors, est-ce que notre métier de ressources humaines a changé? Oui. Difficile, question difficile, pourquoi? Parce que ça n'a pas changé de la même façon pour tout le monde. Et ça n'a pas changé de la même façon pour tous les secteurs. L'évolution historique de la fonction ressources humaines a été
été sur un parcours en partant de l'administratif. Moi, quand j'ai rejoint la fonction ressources humaines, c'était beaucoup plus des relations industrielles. Ensuite, ça a évolué dans les tacticiens de ressources humaines. Et puis, aujourd'hui, on parle beaucoup de stratégie de ressources humaines. Mais encore une fois, il faut faire attention, puisqu'il y a certains professionnels des ressources humaines qui sont toujours dans l'espace administratif ou alors dans l'espace relations industrielles, touchant très peu à l'aspect stratégique de la profession. Donc, quand on parle d'aspect stratégique, évidemment, c'est l'accompagnement de l'entreprise dans cette démarche, son ambition stratégique, afin que les ressources humaines constituent un intrant important dans l'élaboration et aussi la réalisation des objectifs. Voilà. Et par rapport aux générations, je pense qu'effectivement, les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail ne veulent plus de ressources humaines administratives, n'est-ce pas? Ils veulent beaucoup plus que ça. Effectivement, parce que ils sont, pour la plupart, ils sont passés par un cursus donc académique. Ils ont fait le parcours pour devenir quelqu'un qui est qualifié en ressources humaines. Donc, ils savent tout. Et quand ils arrivent dans le monde du travail, pour eux, cet aspect d'apprentissage nécessaire pour comprendre ce qui est basique ne les intéresse pas. Alors que moi, je trouve qu'il ne faut pas brûler des étapes. Il faut comprendre déjà la base avant d'arriver au sommet. Voilà. Matière à réflexion, merci Eddie. Marine, pour vous. Bonjour à tous. Effectivement, moi je rejoins Eddie sur un point. Moi, mon métier est particulier, je suis recruteuse, donc j'ai plutôt affaire à des HR comme des clients, et donc c'est mes interlocuteurs privilégiés. Mon métier en tant que recruteuse, lui, a évolué dans le sens où de plus en plus de compétences sont demandées, notamment des compétences de communicants, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour attirer des talents, il faut savoir montrer une marque employeur qui est attractive, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, qui demande un skill set qui est pas forcément celui du HR, mais plutôt celui du communicant. Après, là où je rejoins Eddie, effectivement, c'est le fait que dans la fonction HR, et surtout à Maurice, on constate que c'est encore souvent associé à un métier administratif et pas forcément stratégique dans l'accompagnement de carrière, dans le talent management, talent retention, etc. Et pour rejoindre votre question sur le fait que les jeunes générations se sentent peut-être incomprises par cette partie HR qui est plus administrative, pour moi c'est vrai, parce qu'il y a souvent une problématique de manque d'écoute active top-to-down qui fait que les candidats qui se retrouvent confrontés à des HR qui leur première porte d'entrée dans le monde de l'entreprise et se sentent incompris parce que justement ils ne ressentent pas dans l'entretien les valeurs de l'entreprise, l'univers qui va être forcément le critère de choix aujourd'hui pour les jeunes. Effectivement, ça peut être problématique. Je vous rejoins là-dessus, et d'où l'urgence vraiment pour les ressources humaines, les professionnels des ressources humaines, justement à repenser notre métier. Nathalie, vous qui êtes de Kantar, comment ça se présente au niveau des studies qui ont été effectués? Est-ce que vous avez des studies par rapport à Maurice qui démontrent l'évolution de ce métier, de l'aspect HR au sein des organisations? Alors peut-être, bonjour à tous déjà, peut-être pour revenir sur la première question, c'est comment les ressources humaines et l'organisation a évolué. Je pense que, par exemple, nous, notre entreprise qui est dans le conseil et les services, a évidemment une évolution qui s'est accélérée avec le Covid. Cette accélération, je pense que c'est une accélération connue, c'est-à-dire que toutes les tâches et toutes les missions qui pouvaient être automatisées ou digitalisées le sont de plus en plus. Évidemment, ça demande de faire venir d'autres compétences dans les entreprises, mais finalement, on arrive quand même à quelque part
diminuer finalement l'impact humain de l'entreprise. Par contre, les tâches en fait qui étaient, le travail qui est spécifiquement humain, d'analyse, d'anticipation, ce genre de tâches, évidemment, difficilement automatisable ou digital. Et donc du coup, la transformation, c'est effectivement en digitalisant et en automatisant le plus possible ce qu'on peut, c'est de mettre en tant que manager, ressources humaines, entreprise, c'est de mettre on va dire de ressources, de temps envers en fait, les humains qui sont dans notre entreprise. On a plus de temps pour eux, on gère moins de problèmes logistiques et difficiles. Et en prenant ce temps, effectivement, on a transformé finalement des équipes. Notre expérience, notre équipe, elle s'est transformée en allant vers plus d'autonomie, plus de confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu, évidemment, tout le monde tester. C'est un stress test de Covid. Si on ne fait pas confiance, si on fait du télétravail, ça ne marche pas. Donc, on a pu vraiment mettre en place des nouvelles valeurs. Et on voit bien qu'elles correspondent à ce que les personnes attendent. Autonomie, confiance, formation, évolution rapide. Donc en fait, nous, c'est au niveau comptable local, mais au niveau international, c'est 100 000 personnes. Tout le groupe, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est une transformation qui va très très vite. Et finalement, une entreprise qui recrute beaucoup de jeunes. C'est intéressant ce que vous dites. La globalisation, effectivement, aussi a apporté de son lot de challenge dans le secteur des ressources humaines. On va toucher sur un autre aspect là. Et effectivement, on est obligé de suivre la digitalisation pour permettre un management beaucoup plus effectif, n'est-ce pas? Question pour vous, Marine. Aujourd'hui, quelles sont les tendances dans le talent management et talent retention? C'est des mots qu'on utilise beaucoup, mais d'un point de vue global, c'est quoi les tendances? Alors, si on fait un petit retour en arrière historique très très rapide, avant l'ère d'Internet, le recrutement était très localisé, c'était par des annonces dans le journal, par des petites annonces chez le commerçant, etc. Il y avait peu de concurrence, une asymétrie d'information en quelque sorte, mais aussi peu d'accès à des ressources variées. L'ère d'Internet est arrivée, il y a eu donc la possibilité pour les entreprises de poster leurs annonces d'emploi sur le web, sur des job boards, sur leur carrière page, etc. Pour les candidats, du coup, d'accéder à une plus grande source d'information, à une plus grande diversité de choix en termes de postes. Donc c'est là qu'il y a une grande concurrence aussi dans le recrutement et qu'on a pu constater que venaient de plus en plus ces difficultés pour les recruteurs d'attirer des talents parce qu'ils étaient mis en concurrence et qu'ils devaient du coup aller plus loin que juste attendre les bras croisés que les candidatures tombent. Et on en vient aujourd'hui à ce que certains appellent un peu le recrutement 3.0 en opposition à ces deux phases de recrutement classique, traditionnel, recrutement 2.0, recrutement 3.0 ou encore recrutement inbound recruitment, qui est, comme je disais, presque un métier de communicant. La tendance du recrutement aujourd'hui, c'est de vraiment dégager une marque employeur forte, ce que Attitude d'ailleurs fait très bien, qui est de montrer des valeurs, dégager les valeurs de l'entreprise à l'extérieur pour que les candidats puissent s'identifier et que ce soit plus seulement un matching entre un job et un CV, mais vraiment entre des valeurs humaines d'un candidat d'un côté et de l'entreprise de l'autre. Donc ça, c'est pour ce qui est surtout de l'attractivité des talents. Après, bien sûr, faire du talent management et du talent retention, ça demande aussi d'incarner ces valeurs au quotidien à travers le management, de s'assurer que c'est juste une facette de communication, mais que les HR, justement, sont dans cet aspect stratégique de valoriser, d'appliquer ces valeurs au quotidien. D'accord. Nathalie, parlez-nous justement de ces attentes, de ces nouvelles générations, la génération Y et Z. Donc en fait, on a fait un travail, évidemment, c'est jamais complètement exhaustif et je ne suis pas sûre que tout le monde puisse retrouver dans tout ça. En début d'année, sur la Gen Z, c'est un travail qualitatif et quantitatif et qui n'était pas uniquement axé sur le travail, la carrière. Il y avait évidemment d'autres choses, sur d'autres types d'attentes. L'idée, c'était de décrypter, parce que c'est quand même notre travail, décrypter et accompagner. Et donc, les résultats
en fait, de cette étude qui a été faite nous montre plusieurs éléments. Déjà, on voit quand même une différence par rapport à un peu au narratif international. On a l'impression que tous les Gen Z sont pareils et qu'ils se ressemblent. On voit quand même que Maurice est une société qui est quand même coincée entre une société à haut revenu et une société à bas revenu. Et que finalement, selon les segments et les personnes, on a en fait des attentes, évidemment, et des vies différentes, et on oscille dans tout ça. Donc on a, c'est difficile de tout calquer, puisqu'on entend au niveau international. Ce qui peut ressortir de cette étude, en priorité, c'était quand on parle des Gen Z, on est les moins de 24 ans. Tous les moins de 24 ans ne travaillent pas, hein, d'accord, ils sont encore beaucoup à l'école, donc ça c'est important de savoir. Mais du coup, comment ils voient et comment ils perçoivent le futur travail ou la future carrière. La première chose qui est sortie de façon assez forte, c'était une envoi vers l'autonomie financière. C'est-à-dire qu'évidemment, les jeunes Z, les zoomers, comme on veut, ils vivent plus longtemps avec leurs parents. Ça a quand même changé de génération en génération. Donc en fait, il y a une aspiration à l'indépendance, mais en même temps, pas trop. Donc, ils sont un peu coincés entre on est bien chez nous et on aimerait bien un peu d'indépendance financière. Donc ils cherchent à travers le travail d'aller vers ça, mais à leur rythme. À leur rythme, sans se presser. Et évidemment, ça va dépendre des situations économiques et aussi des personnalités de chacun. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour cela, ils vont d'abord regarder les entreprises qui, pour eux, sont des valeurs sûres, donc stables. Donc ils ont besoin de sécurité. Je parle bien de la plupart. Il y a toujours une partie plus aventureuse qui va regarder les startups, etc. Et on verra, c'est plus ailleurs, globalement, la sécurité. Et pour cela aussi, ils sont bien, on va dire, influencés par leurs parents. Et d'ailleurs, les jeunes, globalement, se plaignent de ne pas être libres, de devoir, en fait, qu'il faudrait travailler pour les droits des jeunes. En fait, à Maurice, il faut être assez clair là-dessus, les jeunes ont peu de liberté. Ils sont très gâtés, peu libres. Donc, en fait, ils aspirent à cette liberté, mais on leur impose des carrières, la comptabilité, etc. Depuis longtemps, alors qu'il faut aller faire ce genre de carrière. Donc, ils ont un peu du mal à s'exprimer. Donc, ceux qui veulent s'exprimer, c'est pas tous, c'est plus dur pour eux. Ça demande du courage, ça demande du travail. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté quand même de s'exprimer, mais finalement d'avoir un travail qui va rester donc, stable, sécurisé, et en même temps, évidemment, un des éléments aussi importants qui est ressorti, les attentes importantes, c'est par rapport à l'équilibre. Tout à l'heure, en introduction, vous en parliez, l'équilibre vie-travail. En fait, pour les jeunes, et notamment en sortie de Covid, ça s'exprime essentiellement sur la santé mentale. Donc en fait, c'est ressorti, on ne s'y attendait pas d'ailleurs, parce que c'était assez étonnant. Il y a vraiment une inquiétude et un besoin de s'assurer que ma santé mentale, on la prend en compte et que je vais être bien. Si je ne me sens pas bien, je préfère arrêter. Peut-être parce qu'il y a des taux de suicide importants, peut-être parce qu'il y a des situations difficiles. C'est assez curieux parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans les autres générations. Donc la santé mentale qui est ressortie vraiment comme un élément. Et puis évidemment, le basique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de sens. Je dirais que le sens, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et pour les personnes qui ont le plus de moyens. C'est-à-dire qu'au départ, on veut quand même un travail qui nous offre un salaire décent. Et quand on dit un salaire décent, quand les jeunes disent un salaire décent, ce n'est pas un salaire minimum. D'accord ? Et aujourd'hui, il n'y a aucun travail sérieux à Maurice qui a été fait pour définir c'est quoi un salaire décent. Pour un human being de vivre à Maurice, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle de salaire minimum, mais pas forcément salaire décent. Voilà. Donc en gros, évidemment, c'est difficile de résumer un travail de beaucoup de choses, mais c'est les éléments, je pense, qu'il est important de prendre en compte pour l'avenir. Merci Nathalie, c'est fort intéressant ce que vous dites, et ça me fait penser à ça me ramène à ce rapport que McKinsey a sorti en juillet de cette année-ci. Ils ont fait une recherche sur le Great Resignation, un survey, et il se trouve que
forcément un travail qui a du sens. Et à Maurice, même si cette tendance-là à Mondial n'est pas trop accrue, on est quand même assez assisté de par la culture. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons une culture où les parents préfèrent laisser les jeunes à la maison, s'occuper de ces jeunes-là, nourrir, laver, nourrir, blanchir, comme on le dit, et en fin de compte, pour attendre le jour où ils ont ce travail idéal. Donc, moi, je trouve que ça n'aide pas trop le marché du travail, ça n'aide pas trop à donner de l'expérience de l'industrie à ces jeunes-là. Qu'en pensez-vous, hein? Juste sur ce point des parents, en fait, c'est une réflexion totalement personnelle. On a été aussi à étudier cette question et aussi des enfants qui sont encore des Gen Z. Je pense qu'il y a quand même un point. Les parents mauriciens veulent que leurs enfants restent à la maison. Donc on les force à rien faire. Je crois qu'on est plutôt dans un problème à gérer, enfin, on est dans le contrôle et l'absence de liberté. Et en fait, on a du mal à laisser libre les jeunes. Donc, je pense que, bon, peut-être, ça fait 30 ans que je vis ici et c'est peut-être une déformation, mais je pense qu'il y a avant tout un problème de liberté. Et c'est pas pour rien, aujourd'hui, on parle du brain drain ou de la fuite des talents, parce qu'ils seraient mieux payés, parce qu'ils auraient les meilleurs temps. Ils ne sont pas toujours mieux payés si on ramène ça au niveau de vie que les jeunes vont avoir, je ne sais pas, au Luxembourg ou ailleurs, mais ils sont libres. Pour certains, ils sont libres. Et c'est peut-être un élément que je n'ai pas souligné, qui était ressorti beaucoup dans l'étude, c'est que les Gen Z sont beaucoup plus ouverts, et ça c'est vraiment une différence avec les autres générations, même les juste au-dessus, ils sont une ouverture sur l'inclusivité. Aujourd'hui, on m'a coupé là, c'est parce que je faisais des choses un peu. Ils ont beaucoup moins d'a priori sur l'identité sexuelle, sur les comportements sexuels, sur plein de choses. Et en fait, la société mauricienne, elle est quand même très bloquée avec tout ça. Donc on peut, pour aller dans le sens, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes de recrutement, mais l'inclusivité, qu'elle soit, elle devrait d'abord commencer par la communauté, la race, l'âge, le sexe. Mon Dieu, il y a un travail de sensibilisation à faire quand même quelque part. Eddie, dites-nous, quelle lecture pouvons-nous faire du marché du travail actuel? Vous le savez, les offres d'emploi, ça abonde de toutes parts, mais trouve-t-il preneur forcément? Je voudrais juste rapidement, avant, rebondir sur un deux points. Hein, J'imagine que c'est fort pertinent ce qu'on vient de discuter. La question de talent management a été évoquée. Et moi, j'ai entendu parler de ce terme-là il y a déjà quelques années, et qu'on est toujours en train de se demander mais à quoi ça sert, et est-ce que c'est pas une de ces technologies à la mode qu'on veut ramener dans l'entreprise. Nouveau jargon qui vient s'ajouter à la liste. Alors qu'on est on passe à côté d'une opportunité là, à mon avis on est dans une crise de leadership. Je crois que si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes qu'on a devant nous aujourd'hui, en grande partie, on a un problème de leadership. Alors, il faut aller vers le recrutement de leaders et former des leaders, à mon avis, plutôt que de chercher du talent qui sont techniquement excellents, mais qui manquent des dimensions à pouvoir leur faire être de bons leaders. On est dans cette crise-là, parce que le bias par rapport au profil de quelqu'un dans l'entreprise qui se positionne pour être dans la direction est un profil encore très technique et pas nécessairement un profil de leadership. Maintenant, si vous voulez retenir des gens chez vous, c'est à travers le leadership que vous pouvez le faire. Si vous voulez attirer des gens chez vous, c'est par rapport au modèle de leadership que vous avez chez vous que vous pourrez éventuellement le faire. Donc ça, c'est mon commentaire sur le... Donc, Eddie, si je comprends bien, c'est vraiment recruter ces power skills, c'est vraiment favoriser les soft skills, les power skills sur les qualifications, la connaissance technique. Tout à fait. À mon avis, il faut corriger parce que l'éducation
notre système d'éducation n'a pas pu fournir. Là, c'est un tout autre débat, là. Écoutez, le temps d'arrêt, il faut provoquer. Voilà. Et quand on parle de génération, j'aime bien ce débat-là, intergénérationnel, etc. Encore une fois, il y a aussi une question de carrière. On parle très peu de carrière en Maurice. Déjà, l'orientation de carrière, c'est inexistante. Et ça n'existe pas. Alors, celui qui fait son parcours éducatif, il arrive en fin de parcours, et c'est là qu'il va décider s'il veut ou pas être influencé par X, Y, Z, parents, peer pressure, etc. pour aller vers. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut qu'on repense à l'accompagnement du jeune au niveau de l'orientation de sa carrière pour qu'on puisse vraiment arriver en fin de parcours, être en adéquation avec ce que le marché recherche. Le marché du travail est un marché qualitatif, ce n'est pas un marché quantitatif. Ce n'est pas le nombre de gradués, de gens qualifiés qu'on met sur le marché qui compte. C'est la qualité de ressources que l'industrie a besoin. C'est de ça qu'il faut qu'on se focalise. Quand un ancien ministre disait à l'époque il faut un gradué par famille mauricienne, ça relève un peu du qualitatif. Voilà, du quantitatif. Du quantitatif, voilà. excusez-moi. Voilà. Donc, effectivement, il y a un mismatch, d'après ce que j'entends de vous, il y a un mismatch entre ce qu'on est en train de produire de notre système éducatif et les besoins de ce marché du travail. Je ne pense pas que c'est un problème juste pour Maurice, non, c'est peut-être global, mais accentué un petit peu chez nous. Encore une fois, on entend beaucoup parler de ce fameux mismatch. Les torts sont partagés. Il y a aussi des données économiques qui sont tellement aujourd'hui dynamiques qu'on n'arrive pas à s'ajuster aussi rapidement pour réorienter les gens vers des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs en croissance. C'est quand même c'est quelque chose qui nous dépasse quelque part. Mais dans la stratégie même de l'éducation nationale, on n'a pas le droit d'avoir du mismatch. Il faut qu'on soit à l'écoute du marché, il faut qu'on fasse une bonne lecture du marché pour pouvoir savoir qu'est-ce que le marché a besoin. Et comme ça, on aura peut-être moins besoin d'importer de la main-d'œuvre. Vous avez bien raison, et donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail à faire quand on arrive à remédier à ce souci, ce problématique de mismatch, comme on vient de discuter. Ok, donc je suis en train de regarder le temps. Pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Oui, votre question. Excusez-moi, je me suis égaré. De justement regarder si on est bon sur l'heure. Je pense qu'on est pas mal sur le timekeeping. Donc la question était les offres d'emploi depuis ces quelques temps, les profil-preneurs. Je pense qu'on connaît la réponse. Certains entrepreneurs, mais c'est quoi votre lecture de la situation? Ça résume un petit peu, je pense. On est dans un paradoxe. Il y a des entreprises qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et il y a un taux de chômage qui augmente. Donc, comment on explique cela? Je crois qu'il y a ce problème de la recherche de puissance, etc., que les nouvelles générations. Mais il faut peut-être qu'on revoie fondamentalement notre manière de recruter, par exemple. Il y a des choses simples. Je crois que traditionnellement, par exemple, pour faire simple, on va sur un CV et le CV est considéré comme un profil. Et c'est là où on se trompe lourdement. Un CV n'est pas un profil. Un CV, c'est un document qui donne des informations écrites sur un candidat. C'est pas du tout un profil. Pour comprendre le
profil du candidat, il faut aller plus loin que ce qui est écrit dans le CV. J'ai rencontré ce matin quelqu'un qui, sur le CV, il est un supply chain specialist, mais son profil, ce qu'il voudrait faire, c'est être dans dans du sustainability. Si je m'attardais sur son CV, je l'aurais jamais employé dans ce secteur, dans cet espace. Je fais un appel à mes collègues de ressources humaines, arrêtez de regarder les CV comme étant un outil, c'est très limitatif en fait. C'est presque réducteur. Théorique, presque. Oui. Merci Eddie. Alors, pour clôturer cette table ronde, je vais poser une question à vous trois intervenants. Si vous aviez devant vous un directeur d'entreprise qui cherche à recruter aujourd'hui, et si vous aviez à lui donner un conseil, ce serait lequel? Qui veut commencer? Je vois Nathalie en réflexion, en mode réflexion. Heureusement, c'est pas mon travail. Parce que ça serait vraiment compliqué. Je pense que ça dépend du secteur. Je pense que, en fait, les chiffres ne trompent pas. À Maurice, il y a, je crois, 170 000 personnes qui sont âgées de 20 à 29 ans. Et les gens âgés de. Donc 170 000 âgés de 10 ans à 19 ans. Et âgés de 0 à 10 ans, il y en a 130 000. Donc ça veut dire que dans 10 ans, on aura déjà 60 000 personnes qui manquent dans le compte. Enfin, 40 000 ou 30 000, les chiffres sont compliqués. Donc je lui dirais que s'il recherche beaucoup de monde, ça va être très compliqué. Je ne vois pas comment il peut faire. Enfin, je suis désolée, je suis à Bruxelles, mais je ne vois pas. Alors il y a évidemment des réservoirs dont on parlait tout à l'heure, des problèmes d'éducation, des gens qui sont évidemment mis sur le bas-côté. Et là, je pense que je lui dirais, continue ton travail social, comme les hôtels le font. Parce que là, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui ont des vraies attentes et qui vont rester là et que faites votre travail, humainement, et c'est pas un travail qui est fait par l'État, donc avec une petite aide quand même. Donc aller vers, dépendant des emplois, là il y a un réservoir, il n'est pas énorme, mais il y a un réservoir. Gardez bien ce que vous avez, je pense, avant de recruter, gardez les gens que vous avez. Essayez de, je sais pas, de les aider suffisamment, de les accepter comme ils sont, de les encourager, de bien les payer, de rendre leur vie au travail agréable. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et je ne suis pas parfaite, on n'est pas parfait, mais on a beaucoup à améliorer pour rendre l'endroit. Regardez, employer des femmes, parce que c'est ça aussi le problème, on ne les met pas au bon poste, donc elles ne sont pas représentées dans le top, donc on va commencer à et puis vous aurez plus de femmes qui vont rester, et puis vous aurez un petit peu plus de monde. Enfin, ça c'est vraiment, voilà. Et j'ai encore plein de Alors moi je dirais de passer par Medium Job. Non, et occasion. Faites des enfants, exactement. Pour résoudre ce problème-là, effectivement. Et moi je dirais à un dirigeant et à un manager ou un recruteur en règle générale effectivement ne pas s'arrêter sur le CV. Trop souvent, nous-mêmes, on propose des profils auxquels on croit pour un job, mais parce qu'ils ont une réelle personnalité et qu'il y a un réel culture fit qui peut être creusé, et qu'il y a quand même un frein à l'emploi sur des choses tellement futiles, sur une ligne du CV qui n'apparaît pas, sur un pas bon diplôme, sur une expérience qui n'est pas de 10 ans, mais de 8 ans, enfin, des choses qui sont complètement ahurissantes en fait. Donc que l'ordre les traits les plus importants, l'ordre de recrutement, c'est le caractère, c'est la personnalité, c'est la motivation et c'est l'attitude. Les hard skills, ça vient après, c'est secondaire. L'attitude, c'est l'attitude positive. Le caractère, c'est l'honnêteté, le fait d'être vraiment tourné vers les gens, d'accepter ses erreurs, de prendre ses responsabilités. Ce genre de soft skills-là, ils sont bien plus importants que les hard skills, et c'est ça qui va vous donner des top performers dans votre société et un vrai leadership, comme disait Eddie. Merci Marine. Et on termine par vous, Eddie. Ce serait quoi votre conseil? J'ai plus rien à dire parce que. Est-ce que tu viens par
parler, c'est clair. Alors, moi, je dirais peut-être en conclusion, il faut peut-être arrêter le délire de chercher les qualifications plutôt que les compétences. Ce dont on a besoin, c'est plutôt des compétences, vous voyez, pour être un peu léger. Je veux dire, quand vous regardez un groupe comme Queen, les qualifications des musiciens, ben vous avez un astrophysicien, un électronicien, un dentiste et un art designer. Mais la compétence, c'est qu'ils sont un groupe de rock planétaire. C'est des passionnés. Voilà. Il faut chercher des passionnés. Ouais. Merci. Merci, je crois que ça clôture très joliment cette première table ronde. Marie-Nathalie Eddy, je vous remercie.